bonjour. Bonjour Mamoudou Brakan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien magistrat, démissionnaire, président du mouvement Ensemble. Vous n'avez pas pu vous présenter à l'élection présidentielle du 24 février dernier, n'ayant pu franchir la barre du parrainage. Vous aviez alors décidé de soutenir la candidature de Issa Sall du PUR, arrivé 4e sur les 5 candidats qui étaient en lice. Une question préalable avant d'entrer dans le vif du sujet des réformes institutionnelles annoncées. Votre candidat n'a pas encore ou n'a toujours pas reconnu la victoire du président Macky Sall, une position qu'il partage avec les 3 autres leaders de l'opposition. Dans quelle disposition d'esprit êtes-vous, vous, vis-à-vis du chef de l'État réélu? Oui, je vous remercie d'abord pour votre aimable invitation et salue par la même occasion vos auditeurs. C'est vrai, on n'a pas encore fait le bilan des élections présidentielles passées, du moins dans la coalition qui avait porté la candidature de M. Issa Sall. Nous avons fait notre devoir. Nous avons, au moment opportun, porté notre choix, un choix objectif sur le candidat que nous croyons quand même qui portait le plus nos aspirations. Maintenant, après l'élection présidentielle, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de concertation par rapport à la position. Moi, la position que j'ai eue, je l'ai défendue le même jour, le jour où les résultats sont sortis. Je disais clairement que la seule vérité, c'est la vérité des résultats qui sont sortis des PV pour le moment. Et ces résultats-là n'ont pas jusque-là été sérieusement contestés. De toutes les manières, il y a eu beaucoup de problèmes dans la période préélectorale. Mais moi, en tant que magistrat, quelqu'un qui a fait 9 élections, qui connaît l'opération électorale du début jusqu'à la fin, je ne pouvais pas, ayant vraiment une haute idée de la vérité et de la vérité qui doit sortir des urnes, je ne pouvais pas contester les résultats qui sont sortis des PV. Vous reconnaissez la victoire c'est la position. Macky Sall. Je ne peux, en tant que démocrate, j'ai d'abord regretté, je vous le dis, il faut le souligner, tout ce qu'il y a eu dans la période préélectorale. Oui. Tout ce qu'il y a eu dans le parrainage, l'imposition de cette loi, tout ce qu'on a fait pour limiter les candidatures, le fait que l'opposition n'ait pas eu accès aux fichiers à temps, et toutes les manœuvres politiciennes qu'on a vues, l'argent qu'on a mis dans ces élections, mais il nous est difficile de contester quand même les résultats qui étaient sortis des urnes et qui ont été confirmés par des procès-verbaux, d'autant que l'opposition, les représentants de l'opposition avaient eux-mêmes signé ces procès-verbaux-là. Et aucun des candidats n'a jugé utile d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel. En tout cas, ce que je peux dire, le jour de l'élection, le 24, à 22 heures, tous les candidats devaient connaître le résultat, parce qu'il y avait des tendances très lourdes. Maintenant, on me taxe toujours de ne pas être un bon politicien. Si être un bon politicien, c'est de nier l'évidence, moi je ne le serai jamais. Pour vous, le président Macky Sall a gagné? Il a gagné les élections. Il y a eu des difficultés, je le souligne encore, dans la période préélectorale. Oui. On peut le contester, mais pour l'opération électorale, je pense qu'il est difficile de contester ce qui est sorti des urnes. Alors, le président Macky Sall réélu, il a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel qui est habilité en la matière. Il annonce
au lendemain de la prestation de serment tenue le 2 avril, qu'il va supprimer le poste de Premier ministre, même s'il a reconduit Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui cumule sa fonction de PM avec celle de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. La réforme va concerner 22 articles de la Constitution et va être soumise à l'Assemblée nationale dans un délai qui n'ira pas au-delà de la mi-mai. Quelle réflexion vous inspire ce changement décidé par le chef de l'État? La première réflexion, Mahmoudou Ibra Kane, c'est d'abord regrettable parce que lors de la prestation de serment et même bien avant, le président avait appelé au dialogue. Oui. Il avait appelé au dialogue et ce n'était pas la première fois. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un appel au dialogue, on pose des actes subséquents qui sont de nature à remettre en cause véritablement la quintessence, donc l'objet de ce dialogue même. On se rend compte qu'avec ce projet de réforme, que c'est encore le pouvoir personnel qui va être renforcé. Sur le dialogue, vous pensez que le chef de l'État a mis un peu la charrue avant les bœufs? Mais bien sûr, c'est une réforme très importante qui a des incidences dans le fonctionnement de l'exécutif, dans le fonctionnement de l'administration, dans le fonctionnement du pouvoir législatif. Le président de la République ne doit pas véritablement engager ces réformes seul. C'est une réforme qui intéresse tous les Sénégalais. Au-delà des partis politiques, elle doit concerner la société civile et toutes les forces vives de la nation. C'était l'objet de son dialogue, les forces vives de la nation, oui. C'était l'objet de son dialogue. Et quand il engage cette réforme-là en solitaire, une réforme, je le répète, qui a des incidences sur le fonctionnement des autres pouvoirs, qui a des incidences sur le contrôle de l'action gouvernementale, moi je pense d'abord que c'est regrettable par rapport à cet élément. Deuxièmement, c'est une réforme qui va encore renforcer les pouvoirs du président de la République. Ces prérogatives qui ont été jugées toujours comme étant exorbitantes. On a ici un super président. Mais il a dit c'est pour aller vers plus d'efficacité, avoir une relation directe avec le gouvernement, avec les ministres. Mais s'il n'a pas eu de relation directe avec son gouvernement et avec ses ministres, alors qu'il pense qu'il a eu un bon bilan les 7 années passées, moi je pense quand même qu'il a véritablement mis du temps pour s'en rendre compte. Qu'il a mis du temps pour s'en rendre compte. Il y a actuellement une nouvelle conception du management, de la manière dont l'État doit être géré. Et on a surtout tendance à déconcentrer les pouvoirs, à déléguer. Personnellement, j'ai toujours estimé que la configuration actuelle était bonne. Parce qu'il y avait un président de la République qui définit la politique de la nation. Et depuis 2000, la réforme a eu tendance à renforcer les pouvoirs du Premier ministre, qui maintenant conduit et coordonne l'action gouvernementale. Je pense que c'est très important. Et c'est paradoxal de féliciter un Premier ministre qui a travaillé pendant 5 ans et de revenir de dire qu'il n'y a pas eu, de se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'efficacité dans l'action gouvernementale. Mais c'est un aveu d'échec. On vous objectera ou on vous objecterait que ce n'est pas une première dans l'histoire du Sénégal. Senghor, en 1963, à l'occasion du référendum qu'il avait préconisé pour changer de constitution, avait donc proposé la suppression de la présidence du Conseil, équivalent de chef de gouvernement occupé par Mamadou Dia et Diouf en 1980.
83 avec Moustapha Niasse qui avait été PM pour juste 26 jours. Les observateurs voient d'ailleurs une similitude entre la décision du président Sall et et celle du président Abdou Diouf. Le contexte d'aujourd'hui se prête-t-il à un changement de régime politique qui devrait passer d'un régime parlementaire rationalisé mais à forte connotation présidentialiste à un régime présidentiel clair et net? Et ce n'est pas tout le fond de ces réformes préconisées par le président Macky Sall? Moi, je ne suis pas d'accord avec les observateurs et les juristes qui disaient qu'on était dans un régime semi-parlementaire ou un régime parlementaire rationalisé. On était, depuis 1963, dans un régime présidentiel. On a toujours senti dans le fonctionnement du régime l'hégémonie du président de la République. Et je pense que la réalité est différente de celle de 1963, où il y avait un bicéphalisme. Un président de la République qui était là... Qui inaugurait les chrysanthèmes. Et un premier ministre qui dirigeait l'action gouvernementale. Il y avait une confusion qu'on a constatée. Il y a eu des réformes pour qu'il y ait à la tête de l'exécutif une seule autorité. Maintenant, à partir de cet instant-là, l'hégémonie présidentielle n'a jamais été contestée. Il y a eu des choix, notamment avec le président Abdou Diouf qui avait renoncé un certain temps à la fonction de Premier ministre, mais qui s'est rattrapé par la suite, qui a su que ce n'était pas une bonne option. Voilà. De toutes les manières... Mais quand même bien après, de 83 jusqu'en 91, avec le gouvernement de majorité présidentielle élargie, oui, parce que on aura attendu 8 ans pour encore faire revenir le poste de Premier ministre. Mais avant d'aller plus loin... Beaucoup disent d'ailleurs que cette réforme, que M. Abdou Diouf avait du mal à s'imposer, à imposer son autorité. C'est pourquoi il voulait avoir ce rapport direct avec ses ministres. Mais c'était encore au moment où véritablement on était dans une conception très traditionnelle de la gestion du pouvoir. Maintenant, cette conception moderne veut qu'on délègue. Veut qu'on le président de la République soit l'arbitre et qu'il ne s'implique pas, qu'il ne gouverne pas directement. S'il le fait, il y a des risques parce que qu'il est prêt à prendre, hein? Oui, il est prêt à les prendre. A priori, il a dû peser et sous-peser. On peut dire que c'est courageux du point de vue politique. Oui. Il pourra bénéficier des succès, mais les échecs, sincèrement, c'est lui qui en sera le premier responsable. Mais là n'est pas la question. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça la question? Est-ce que aujourd'hui la façon de fonctionner de notre société, mais aussi à tous les échelons, tous les leviers, au niveau de la prise de décision, est-ce que on n'a pas besoin d'un peu plus d'autorité? L'autorité, c'est pas de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. L'autorité, c'est pas de dire l'État, c'est moi. L'autorité, c'est de pouvoir distribuer le pouvoir pour plus d'efficacité. Quand on concentre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'efficacité, parce que l'encadrement, on ne pourra pas encadrer plus efficacement, on ne pourra pas évaluer plus efficacement. Et là, je pense que, contrairement à ce qui est avancé par les concepteurs de cette réforme, l'efficacité gouvernementale va véritablement prendre un coup. Vous êtes contre cette réforme? Je suis non seulement contre cette réforme, mais c'est personnel, mais j'estime que c'est une réforme majeure qu'il faudrait véritablement partager
avec les autres forces vives de la nation. Et moi, la proposition que je ferai, c'est que cette réforme puisse être discutée par toutes les forces vives de la nation avant qu'elle ne soit adaptée. Le jury du dimanche reçoit Ibrahima Hamidou Dème, juge démissionnaire. Il est à la tête du mouvement Ensemble. Mais revenons sur le fameux débat sur la nature de notre régime politique. Vous contestez la thèse selon laquelle nous sommes en présence d'un régime parlementaire rationalisé et d'autres soutiennent plutôt cette thèse. Mais on reconnaît quand même qu'on en a des attributs parlementaires, on en a dans le régime politique actuel. C'est le pouvoir de conférer à l'Assemblée nationale de faire une motion de censurer le gouvernement, donc de le renverser. On aurait eu un premier ministre non issu de la majorité présidentielle, qu'on serait dans une situation de cohabitation. C'est pour cela que les gens soutiennent cette thèse de régime parlementaire rationalisé. Il est vrai, tout le monde est d'accord que c'est un régime présidentialiste, mais justement, et c'est pas le moment de clarifier tout ça, qu'on sache dans quel régime politique on est véritablement. Je ne suis pas partisan des slogans ou des formules toutes trouvées. Et vous savez, même avec la réforme qui est envisagée par le président de la République, il y aura des doctrinaires qui ne seraient pas totalement d'accord avec un régime présidentiel. D'ailleurs, c'est la question de Babou Ndiaye qui dit que prévoit la Constitution sur cette suppression du poste de PM. Et dans ce cas de figure, quelle sera la nature du régime? Vous voyez que c'est une préoccupation quelque part. Oui. En tout cas, nous savons que c'est une réforme qui va renforcer les pouvoirs du président de la République et qui va installer aussi un grand désordre dans le fonctionnement de l'administration. Ah oui? Un fonctionnement interne, parce que nous étions habitués dans la répartition des services à l'existence d'un premier ministre qui était un peu assisté par un secrétaire général du gouvernement. Maintenant, il faut voir quel sera le rôle du secrétariat général du gouvernement. Quel rapport y aura-t-il? Est-ce que le président aura un rapport direct avec le secrétariat général du gouvernement, qui assure un peu le secrétariat, qui prépare l'ordre du jour du conseil, qui tient le secrétariat du conseil et qui initie tous les textes législatifs, mais on n'a pas pu aussi voir l'incidence de ces réformes-là sur le pouvoir législatif. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Il n'y aura plus de déclaration de politique générale. Oui. La loi prévoit que le Premier ministre nommé dispose de 3 mois pour faire sa déclaration de politique générale. Mais tel que les réformes sont annoncées, le chronogramme, le Premier ministre ira défendre ce projet de loi dans les 3 prochaines semaines à partir du 17 avril, prochain Conseil des ministres. Oui. Vous voyez. D'autre part, vous l'avez dit, le Parlement ne pourra plus voter une motion de censure contre un gouvernement s'il estime que l'action du gouvernement n'est pas de nature à donc donner satisfaction aux populations. L'Assemblée nationale n'aura plus ce contrôle sur l'exécutif. Mais parallélisme des formes, le chef de l'État n'aurait plus aussi le pouvoir de dissolution. C'est un échange de bons procédés. En principe, oui, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. Maintenant, hypothèse, si le gouvernement ne travaille pas, si l'Assemblée nationale estime que l'action gouvernementale n'est pas efficace, quel pouvoir aurait l'Assemblée nationale sur l'exécutif? Parce que il y a des règles de checks and balances. Chaque pouvoir doit pouvoir contrôler. C'est ça la séparation des pouvoirs. Pouvoir contrôler l'autre, pouvoir parfois
véritablement le président dissoudre l'Assemblée nationale voter une motion de censure, s'il n'y a pas ce contrôle et véritablement ces actions réciproques, on ne pourra pratiquement plus parler de séparation des pouvoirs ou de contrôle de la. Mais est-ce qu'un régime présidentiel tel que, en tout cas la bonne compréhension qu'on devrait en avoir en partant sur des exemples, on donne comme référence les États-Unis, mais on sait qu'aux États-Unis le Congrès est très puissant, le Sénat est très puissant. Mais est-ce que pour consacrer une véritable séparation des pouvoirs, mais aussi cette garantie que chacun des pouvoirs puisse contrôler, pour ne pas dire arrêter le pouvoir, est-ce que le meilleur régime ne serait pas un régime présidentiel? Question profane, question innocente. Oui, mais Mamour Ibra Kane, vous savez, moi ce qui me surprend surtout dans ce projet de réforme, c'est que je n'ai entendu nulle part, je ne l'avais entendu nulle part avant, ni dans le programme du président, ni dans les aspirations des populations. Je n'ai entendu aucun juriste, aucun candidat parler de la suppression du poste de Premier ministre. Donc, de toutes les manières, c'est une initiative solitaire du président de la République, de l'actuel président de la République. Et je ne crois même pas que dans sa majorité, que les gens soient totalement d'accord, soient tous d'accord avec cette réforme. Il rencontre son parti, selon les informations, demain lundi. Oui, mais on n'entend aucune voix aussi poser le débat à ce niveau. Quand même, nous savons la manière dont ces partis-là fonctionnent. De toutes les manières, nous persistons à dire que c'est une réforme très importante, une réforme majeure. On doit pouvoir associer l'ensemble des forces vives de la nation. Le président de la République doit avoir une conception moins partisane de la gestion du pays. Il doit savoir que le président de la République doit prendre de la hauteur, doit pouvoir dépasser cette conception partisane de l'État. Vous l'invitez à rapporter son projet de réforme? Nous l'invitons à rapporter son projet de réforme, à profiter d'une concertation nationale. Et au-delà même de cette question, d'autres questions aussi importantes pourront être posées pour la vitalité de notre démocratie. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de dialogue de sourds, en tout cas de position figée entre le président réélu et au moins ces 4 challengers lors de la dernière présidentielle, parce que les 4 leaders de l'opposition refusent aussi de reconnaître sa légitimité et même sa légalité, tout simplement. En tout cas, c'est une situation regrettable. Les démocraties, il y a des périodes où les acteurs doivent s'affronter, et il y a aussi des périodes où les acteurs doivent se rencontrer, pas pour partager le pouvoir, mais pour avoir des positions pour pouvoir partager sur des questions d'intérêt national. J'estime que dans le passé, dans les années 1980-1990, l'opposition était encore beaucoup plus radicale, mais on a eu un code consensuel parce qu'à un moment donné, on a véritablement baissé les armes pour pouvoir se concerter sur des questions d'intérêt national. Je pense d'ailleurs que nous avons intérêt, l'opposition a intérêt à ce qu'on repose toutes les questions. On a des problèmes par rapport aux libertés publiques. Depuis quelques années, le droit de manifester est un droit qui n'est plus reconnu à l'opposition.
Il y a eu quand même des manifestations. Oui, mais c'est au gré, c'est au gré de l'humeur, je peux le dire, de l'exécutif, qui accepte ou refuse donc ce droit-là. Donc j'estime quand même qu'on peut véritablement, pour l'intérêt national, pas une concertation pour un partage de pouvoir, mais une concertation qui va porter sur les questions d'intérêt général. Aliou Diassé, avec ta complicité, on va écouter les questions de quelques auditeurs. D'abord, M. Dem, je voudrais savoir si la suppression du poste de Premier ministre nous conduit à un régime présidentiel ou du présidentialisme. Ensuite, si on sait que la responsabilité du gouvernement ne pourra plus être engagée devant l'Assemblée nationale, qui est responsable donc devant cette Assemblée? Et enfin, M. Dem, si on sait que le régime présidentiel ou le régime présidentialiste nous conduit à une séparation stricte des pouvoirs, est-ce que cela ne garantit pas l'indépendance de la justice, tant décriée par les magistrats et par les Sénégalais? Tout récemment, j'ai lu donc un article de M. Dem, mais apparemment il semble défendre donc le troisième mandat du président de la République, juridiquement parlant. Mais moi, à mon avis, je pense que c'est pas un problème juridique, mais c'est plutôt un problème de français. Parce qu'on dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc cela c'est assez clair, je pense, à mon avis. Donc ça veut dire que personne ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et de ce point de vue, à mon sens, je pense que le président de la République, donc en tout état de cause, dans n'importe quelle situation, donc ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, y compris le premier mandat. Pourquoi attendre 7 ans pour supprimer le poste de Premier ministre? Deuxième question, M. Dem, vu les derniers résultats du scrutin de l'élection présidentielle, si demain était aujourd'hui, vous feriez le même choix? Justification à l'appui. Très bien. Alors, on va faire le tri des questions. D'abord, sur le troisième mandat, on va y revenir. Restons sur ce projet de réforme qui est annoncé. D'abord, le premier auditeur qui demande si nous n'allons pas vers un régime présidentiel tout simplement pur et dur. Vous y avez répondu. Mais sa préoccupation, surtout essentielle et que nous avons retenue, c'est qui sera responsable devant l'Assemblée nationale. Mais aussi, est-ce que cette réforme ne garantit pas une séparation stricte des pouvoirs et donc une plus d'indépendance ou en tout cas l'indépendance de la justice tant souhaitée, revendiquée en tout cas par certains. Qui sera responsable devant l'Assemblée nationale, personne. On répond, personne ne sera responsable devant l'Assemblée nationale. Donc on va enlever au Parlement une de ses prérogatives essentielles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec la réserve quand même qu'on n'a pas encore tous les éléments concernant ce projet de réforme. Mais non, en fait, si ce n'est pas le Premier ministre, ce ne sera pas le président de la République quand même qui sera responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, dans l'ancienne configuration, personne n'était responsable devant l'Assemblée nationale. Maintenant, si cette réforme va renforcer les pouvoirs de la justice, renforcer l'indépendance de la justice, l'indépendance de la justice ne dépend pas de cette vacuité de pouvoir ou du fait qu'on ait enlevé au législatif des pouvoirs. Moi, je pense que les textes ont garanti l'indépendance de la justice. On se rend compte jusqu'à présent que la justice a du mal à assumer son rôle constitutionnel, sa mission constitutionnelle. Ça ne vous gêne pas que le chef de l'État n'ait pas prévu dans cette réforme quelque chose concernant le pouvoir judiciaire, la justice? Parce que vous pensez que... Il ne peut pas, parce que oui. On a les pouvoirs de la justice qui sont prévus par la Constitution sont là depuis l'indépendance. C'est quoi? C'est que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, et que
et ça c'est essentiel, que les magistrats sont gardiens des droits et libertés définis par la Constitution. Ça c'est dans la Constitution, ça n'a jamais changé. Pour vous, tout est là pour avoir une justice indépendante, ou en tout cas une magistrature indépendante. Tout est là pour avoir une justice indépendante. Et c'est quoi le problème alors, finalement? Le problème, il y a d'abord l'absence de volonté politique. C'est pas à l'exécutif d'offrir sur un plateau l'indépendance de la justice. Mais chaque acteur du jeu politique qui est véritablement conscient et qui veut renforcer l'état de droit doit se rendre compte qu'il doit parfois essayer de ne pas tout faire pour ne pas entraver les prérogatives de notre pouvoir. Il y a d'abord la volonté politique de l'exécutif, parce que nous sommes dans un régime présidentiel. D'autre part, le pouvoir judiciaire, les magistrats et surtout les chefs de juridiction. Les chefs de juridiction. Non, pas les chefs de juridiction. Les chefs des cours, le premier président de la Cour suprême, qui incarne le pouvoir judiciaire. Je suis étonné, depuis quelques années, il n'y a plus de conflits. On n'entend plus de conflits. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait des conflits entre les pouvoirs. Dans le passé, le président Kéba Mbaye, le président Ousmane Camara et bien d'autres, Hassan Bassirou Diouf surtout, véritablement, pour défendre l'honneur de la justice, se sont véritablement heurtés au pouvoir exécutif et surtout au président de la République. Il y a des conflits qui sont là et qui renforcent la démocratie. Maintenant, vous n'avez pas entendu dans le dernier discours du président du Conseil constitutionnel, par exemple, lors de la prestation de serment du président, des éléments l'invitant à aller vers plus de garanties des droits et des libertés? J'ai écouté le discours de la prestation de serment. Beaucoup de choses ont été dites, bien dites, mais il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. J'ai, en tant que magistrat, pris les serments de beaucoup de personnalités, mais le serment est véritablement l'occasion pour rappeler à la personne qui prête serment les fonctions qu'il doit exercer en toute loyauté. Je n'ai entendu nulle part où le premier président, qui avait l'occasion, c'était la seule occasion au cours de ce calendrier républicain, où une autorité prenait le dessus sur le président de la République. Mais là, la Constitution l'avait prévu pour qu'il lui rappelle ses devoirs. Le rendez-vous a été raté. Heureusement, dans le passé, il l'a quand même invité à aller vers plus de dialogue. Oui, mais avec les différents acteurs. Avec tout ce qui s'est passé, moi je crois que il fallait jamais rater. Les présidents du Conseil constitutionnel n'ont jamais raté cette occasion-là. Pour vous, c'est un rendez-vous manqué par Pape Oumar Sakho. C'est un rendez-vous qui a été manqué pour affirmer davantage que le pouvoir judiciaire est là. Qu'attendiez-vous qu'ils disent que les Sénégalais étaient fatigués? Par exemple, nous sommes dans une crise. En 2007, serions-nous dans le même contexte? On est dans le même contexte du début des années 80. Il y a un discours en 2007 qui n'a pas retenu l'attention des journalistes. C'est celle de l'ancienne présidente du Conseil constitutionnel, Myriam Ndiaye, qui a fait un discours véritablement très équilibré. Et bon, qui a félicité le président, qui a félicité son épouse, comme cela doit se faire, parce que
Oui, là au moins on est d'accord que ça se fait. Certains se sont émus de ce passage où le président du Conseil a fait un clin d'œil à l'épouse du chef de l'État, à la première dame. Ceux qui le disent ne connaissent pas. Oui. La justice, c'est d'abord la courtoisie, c'est de bons procédés, c'est l'élégance. Mais ce qu'il faut surtout marteler, c'est les devoirs du président. Parce que ce pays-là, on ne peut pas dire qu'il est géré dans la satisfaction de tous les Sénégalais. Qu'on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il devait être fait. Très bien, mais pour revenir sur la justice de manière plus précise, qu'attendez-vous aujourd'hui si vous dites que tous les gages d'indépendance, en tout cas du point de vue formel, sont là. Vous avez parlé de volonté politique, bien sûr, mais bon, il y a tout un débat aussi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Récemment, l'UMS a annoncé l'accord de principe du président Sall, et ça, c'était bien avant même l'élection présidentielle, pour la mise en compétition des postes comme celui de procureur de la République et même des juridictions d'instance et de grande instance. Oui. J'ai parlé de la responsabilité des chefs. Oui. Dans ma lettre de démission, il y a un an, j'ai mis en exergue le fait que la première démission de la magistrature a été d'abord la démission de nos chefs. Parce que la magistrature, quand on y entre, on essaie de trouver des modèles. Des modèles, des grands juges qui ont une haute idée de l'honneur, de la dignité de magistrat et qui, comme le dirait un magistrat français, ont une haute idée de l'orgueil du magistrat, qui sachent défendre l'orgueil du magistrat. Malheureusement, nos chefs, on ne les entend pas. C'est à eux de protéger certains magistrats. On a vu récemment un chef de parquet qui a fait son travail parce qu'un responsable du parti présidentiel avait subtilisé des cartes d'identité, ça a été relayé par la presse. À Mour, il a fait son travail, il a arrêté la personne, il a véritablement engagé des poursuites. Par la suite, il a programmé un dossier dont les inculpés étaient en prison depuis 7 ans. Et là, on semble lui reprocher de faire son devoir, d'avoir fait son devoir. Il a été relevé. Personne ne l'a défendu. Même pas l'UMS? Personne ne l'a défendu. Je n'ai pas entendu malheureusement l'intervention de l'UMS. Mais d'abord, ce sont les chefs. C'est ensuite l'organisation des magistrats. Oui, je vois que depuis quelque temps, l'UMS essaie de... qui annonce la mise en compétition de certains postes. Mais d'abord, il faudra protéger les magistrats qui essayent de faire honneur à la magistrature. Juge Ibrahim Amidou Dème, invité du jury du dimanche sur iRadio. Oui, continuez. Oui, donc il faudra que nos chefs reprennent ce flambeau qui leur a été donné par leurs prédécesseurs. La justice doit continuer à jouer son rôle de régulateur social, un rôle d'équilibre des institutions. Et ça, on ne peut pas le faire si la justice est toujours timide et si la justice refuse de jouer son rôle. Conseil supérieur de la magistrature, êtes-vous de ceux qui pensent que le chef de l'État et même le ministre de la Justice doivent ne plus siéger au sein du CSM? J'ai une position qui est constante, qui n'a pas changé depuis 2007. Parce qu'en 2007, j'avais envoyé des propositions de réforme à M. Mamadou Dème, qui était le président de l'UMS à l'époque. Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais pensé que la présence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature soit le problème pour la transparence dans les affectations des magistrats.
Je l'ai soutenu dans un article qui est paru en 2015, je pense, que j'ai intitulé « Le Conseil supérieur de la magistrature, l'indispensable réforme », qu'il fallait plutôt ouvrir le Conseil supérieur. Actuellement, le Conseil n'est composé que de l'exécutif et des magistrats. On se rend compte que son fonctionnement n'est pas de nature à donner satisfaction aux magistrats et que le Conseil ne joue pas son rôle de garant de l'indépendance de la justice. On peut l'ouvrir aux législatifs, à la société civile, que d'exclure. Oui. On n'est pas, moi je suis pas dans aux avocats dans une logique d'exclusion. La justice est rendue au nom du peuple. La justice appartient à tout le monde. J'ai été surpris quand j'ai vu les différents programmes, même celui du candidat que nous avions soutenu, qu'ils pensent tous que la solution, c'est que le président ne soit plus présent au sein du Conseil supérieur. Pour vous, ce n'est pas le cas. Alors que c'est le fonctionnement. Ce n'est pas le cas, selon vous. Pour le moi, président ce n'est pas peut le cas. Continuer à siéger au Conseil supérieur de la magistrature. La justice concerne tout le monde. Concerne aussi bien l'exécutif, le législatif, le judiciaire et toutes les forces vives de la nation. Ce que j'avais proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil et qu'il y ait le représentant du barreau, qu'il y ait les représentants du Parlement, de l'Assemblée nationale, un représentant de l'opposition comme un représentant de la mouvance présidentielle, le représentant de la société civile, même du syndicat le plus représentatif, représentant des universités. Et comme ça, quand on ouvre la justice qui appartient à tout le monde, il y aura vraiment la confrontation des idées. Et dans le fonctionnement surtout, parce que c'est important, c'est pas la composition, c'est le fonctionnement. Il faut mettre en compétition les postes avec des critères objectifs. Mahmoud Ibra Kane, l'enseignement compose pratiquement plus de 80% des effectifs de la fonction publique. Vous n'entendrez jamais des contestations dans les affectations des enseignants. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, après les états généraux de l'éducation, on a mis en place des critères objectifs qui sont là. Il y a une gestion maintenant transparente de la carrière des enseignants. On pourrait s'inspirer donc de ce modèle-là et faire de telle sorte que qu'il y ait plus de transparence dans la session de carrière des magistrats. Un nouveau ministre de la Justice, Maître Malick Sall, qui remplace professeur Ismaïla Madior Fall, nommé lui ministre d'État à la présidence de la République. Votre commentaire? Je ne le connais pas personnellement en tant que magistrat. Il paraît qu'il est là depuis un peu longtemps. Un nouveau ministre... Lui dit bien connaître la justice. Il et va son bien fonctionnement, connaître la justice. En tant qu'avocat. Moi, la première préoccupation que j'ai, c'est par rapport à des magistrats aussi qu'il doit connaître. Parce que c'est une question qui me tient à cœur, M. Mahmoud Ibra Kane. Il y a deux magistrats. L'un s'appelle El Hadj Malick Sow. Oui. L'autre Abibatou Diallo. Oui. Qui sont des magistrats anciens, qui sont connus pour leurs compétences, leur probité morale et qui ont rendu à la justice nationale comme internationale. El Hadj Malick Sow a été juge au tribunal spécial sur la Sierra Leone et a fait montre d'une grande indépendance. Il y a quelque chose que les médias sénégalais n'ont pas bien relayé et c'est lui-même qui a contesté publiquement en tant que membre de cette juridiction-là, la condamnation de Taylor. Il avait dit publiquement, et les médias internationaux l'avaient relayé, et cela fait honneur au Sénégal, que Charles Taylor n'avait pas été jugé au-delà de tout doute raisonnable. Et ce sont ces magistrats-là qui sont écartés maintenant, depuis Abibatou Diallo, depuis 4 ans. Alors qu'elle était la magistrate la plus gradée après le premier président de la Cour suprême.
Elle est chez elle depuis 4 ans. Elle n'a pas eu à diriger les assises pendant un bon moment, non. Ce n'est pas la même dame. Je ne pense pas. D'accord. Elle a fait. Elle était la quoi? présidente de la chambre administrative. D'accord. Ok. Donc magistrate la plus gradée après le premier président, qui a après un conflit personnel avec le premier président de la Cour suprême, et qui est chez elle depuis 4 ans. Et là, j'appelle encore l'UMS. Je l'ai fait en interne. Je ne cesse de le répéter. El Hadj Malick Sow, lui aussi, connu pour sa compétence, pour sa probité morale, et depuis 3 ans, qui est lui aussi écarté, marginalisé, et bien d'autres. Oui. Bien d'autres. Et vous demandez au nouveau ministre de la Justice c'est d'abord de faire quoi? Oui. De gérer le malaise qu'il y a dans la magistrature. Il y a un malaise. Il y a un malaise qui est là. Un malaise qui est paradoxal. Des jeunes surtout, malaise des jeunes magistrats qui ont eu le privilège, la chance d'exercer une fonction très prestigieuse, l'une des plus belles fonctions de la République. Très bien. Qui avait un rôle et qui sont dans une frustration sans commune mesure. Je pense qu'il faudrait chercher, tout le monde le sait, les origines de ce malaise-là. Oui. Le ministre qui dit connaître bien ce département, oui, je pense qu'il a du pain sur la planche. Et vis-à-vis de Sow, El Hadj Malick Sow et Mme Abibatou Diallo, c'est quoi? Les réhabiliter. Les réhabiliter. Tout le monde les connaît, tous les gens de la justice connaissent ces magistrats-là. Et leur erreur, c'est d'être des magistrats indépendants. Je parlais tout à l'heure du... Et qui en est responsable? Est-ce que M. Ismaël Madior Fall, qui vient de quitter ce ministère, aurait une responsabilité dans ce qui est arrivé à ces deux magistrats? Il faut dire que c'est bien avant. C'est bien avant qu'il ne soit là. Oui. Mais ils sont tous informés. Personne ne fait rien. Je pense que l'UMS doit davantage véritablement protéger les magistrats. Très bien. Et d'autre part aussi, les magistrats doivent davantage faire preuve de solidarité. Moi, je les appelle à beaucoup de solidarité. On va y aller très vite parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Revenons sur la question de l'auditeur tout à l'heure, sur cet article que vous avez signé il n'y a pas longtemps. La Constitution piégée par un 3e mandat, c'est le titre de votre article que j'ai également eu à lire. Vous avez eu l'amabilité de le partager avec ma modeste personne. Vous estimez, épousant la thèse défendue par les professeurs Babacar Gueye et Zouanke, que, j'ouvre les guillemets, la révision de la Constitution de 2016 n'a pas verrouillé la loi fondamentale pour empêcher toute possibilité de 3e candidature, entre parenthèses de l'actuel président. Double piège, dites-vous, de la Constitution d'une part et du Conseil constitutionnel d'autre part. Certains auditeurs, comme celui que nous avons entendu tout à l'heure, vous interpellent sur justement cet article. C'est quoi le fond de votre pensée? C'est pas un souhait que l'actuel président puisse se présenter à un 3e mandat, c'est tout à fait le contraire. On tire la sonnette d'alarme au moment où il faut le faire. On a tendance à véritablement ne pas poser les problèmes au moment où il faut les poser. J'ai estimé, ayant lu la Constitution, ayant véritablement suivi aussi après la réélection du président de la République les interventions des différents responsables de son parti, j'ai perçu quand même qu'il y avait une volonté cachée d'un 3e mandat. Et quand on examine les éléments, l'article 27, qui est l'article qui nous intéresse, qui dit dans son premier alinéa, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Dans un 2e alinéa, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Certains ont analysé en disant que ce 2e alinéa-là fermait la porte. Oui, comme cet auditeur qui dit que c'est une question de français, ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question de français, c'est une question d'interprétation.
d'interprétation, ce ne sont pas des professeurs de français qui interprètent la Constitution. Il y a les doctrinaires, dont moi-même, parce que je suis chargé d'enseignement à l'université, et je peux, comme les autres l'ont fait, les éminents professeurs Joanke et Babacar Gaye, et je rends hommage à leur perspicacité parce qu'ils ont su soulever le problème au moment où il le fallait. Il faut dire qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ce sont parmi les meilleurs publicistes. Et pour vous, s'ils disent qu'il y a la possibilité de troisième mandat, comme nous l'avons aussi démontré dans cet article, je pense qu'il faudrait véritablement être plus vigilant. Parce que pour vous, c'est le mandat de 5 ans qui est visé par l'actuel article 27 de la Constitution et non les 7 ans qui sont passés. Oui, parce que l'article... C'est ça le fond de votre pensée. Oui, c'est ça le fond du problème. Ben, on est presque à la fin. Il y a quand même la question d'un auditeur que nous avons entendu qui a dit si vous deviez faire le bilan de votre engagement au vu des résultats des dernières élections, qu'auriez-vous fait aujourd'hui? J'y ajouterai la petite question de Chérif Sall qui demande si vous êtes prêt à briguer la mairie de Thiès lors des prochaines locales prévues en décembre. Les deux questions sont liées. Je vais d'abord répondre à votre deuxième question. Oui, j'en ai envie et nous sommes dans cette perspective. Vous êtes candidat à la mairie de Thiès? Candidat à la mairie de Thiès, à la mairie de ville de Thiès. Merci pour la primeur. Oui, la primeur. Oui. On a 2 candidats maintenant, Mouché Talasila, à qui je rends hommage, qui m'a reçu avant le lancement de mon mouvement et qui est d'une courtoisie. Et qui est de la mouvance présidentielle. Vous êtes prêt éventuellement à faire face à quelqu'un qui s'appellerait Idrissa Seck? En tout cas, nous sommes candidats. S'il décide de se présenter, bien sûr. Oui. Bien sûr, il faudra affronter, quand on fait la politique, il faudra véritablement... je crois que c'est très excitant d'engager de grands combats. Et vous êtes favorable pour une élection au suffrage universel du maire? Bien sûr, je crois que pour plus de visibilité, parce que c'est au suffrage universel indirect, au suffrage indirect, parce que là, il faut d'abord se présenter dans une mairie d'arrondissement. Après... D'autres vont se présenter à d'autres mairies d'arrondissement. Je pense que pour plus de visibilité, on aurait pu véritablement élire le maire. Antoine qui piaffe d'impatience pour m'arracher le micro, mais le petit bilan en une fraction de seconde. Le petit bilan, c'est la question que m'avait posée, la première question quand j'ai dit qu'on allait avec le candidat Issa Sall. Un journaliste m'a dit pourquoi ce choix, c'est pas la personne la mieux placée pour gagner. J'ai dit non, nous ne sommes pas en politique pour gagner. La première victoire que nous convoitons en politique, nous le répétons, c'est une victoire morale, c'est d'être conforme à nos engagements, mais c'est aussi d'être élu, à nos valeurs. Et je dis aussi que cette victoire morale aura le prolongement d'une victoire électorale. Très bien. Si nous persistons dans nos positions. Et vous êtes candidat à la mairie de Thiès aux élections locales prévues en décembre prochain. Merci Ibrahima Amidou Dème.